Et donc, oh, Ah, Irène Jacob, ouais. vous savez que c'est C'était- vraiment un grand honneur que vous nous faites, hein. Oh, merci, Et je merci. suis vraiment, vraiment ravi. Je sais que vous êtes déjà venu au mémorial, Ouais, plusieurs euh, fois. mais c'est vraiment, vraiment pour nous très, enfin, un grand honneur que vous acceptiez de lire Hélène Baird parce qu'elle mérite tellement qu'on fasse connaître finalement ce qu'elle a traversé, Bien parce qu'elle sûr. elle apporte énormément à la connaissance de l'histoire par son témoignage. Et une grande voix comme vous, je montre le journal d'Hélène Baird, hein, avec la préface de Modiano. Ah bah voilà, écoutez, formidable. Et c'était pas concerté, hein, voilà, c'est pas Non, non, concerté. Voilà. Mais non, je plongeais toute la journée dans le livre et tellement émue, vraiment. Je me disais à mon fils qu'il faut absolument qu'il le lise aussi. Et c'est vraiment un livre bouleversant. Enfin, c'est vraiment. c'est un livre bouleversant, encore plus pour nous Français, parce que lorsqu'on va lire le journal d'Anne Frank, finalement, ça ne nous ramène pas à l'histoire de la France. Le journal d'Hélène Baird nous ramène véritablement à l'histoire de la France et à l'histoire de Paris aussi, Oui, énormément, tout le temps. oui, bah oui, son père a la Légion d'honneur, il est ancien combattant. Enfin, ils sont complètement, ils se sentent absolument pas concernés par une idée de rafle au début, et puis de sentir finalement que on est tous, on a tous l'étoile jaune quelque part. On est tous. Je me disais, tiens, je pense à cette scène que Judith Chemla a magnifiquement lue tout à l'heure, que j'ai lu encore cet après-midi, effectivement. Qu'est-ce qu'on aurait dit voilà, cette jeune femme, cette amie qui tout d'un coup un jour se présente avec cette étoile jaune? Je disais, on pourrait lui dire, oui, on a tous cette étoile, c'est nous tous qui la portons. Enfin, comment désigner comme ça aujourd'hui? Alors, ce que je peux dire, c'est que sur les photos, vous savez que nous avons plusieurs dizaines de milliers de photos d'archives au mémorial, hein. On a 40 millions de documents d'archives au mémorial et plusieurs dizaines de milliers de photos d'archives. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que les Juifs qui sont photographiés avec l'étoile jaune portent l'étoile jaune dignement. Mhm. Oui, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Euh, Elle va le porter avec courage et enfin, avec dignité et ça lui coûte chaque jour. Et Exactement, ouais, tout oui, à et fait. c'est vrai que dans cet extrait que vous m'avez proposé de lire, justement, elle questionne ce choix aussi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'elle reste? Qu'est-ce qu'elle défend en restant? Qu'est-ce qu'elle défend à quoi elle ne fuit pas? Enfin, à quoi elle essaie de faire face à ce moment-là? Et j'étais très touchée par cet extrait aussi parce qu'elle dit, voilà, quand d'autres me liront, donc on a déjà le sentiment qu'elle sait que d'autres vont peut-être la lire. Et elle dit, si je ne suis pas là, alors là, Oui, enfin, on se dit, voilà, d'écrire, voilà, peut-être que je ne serai pas là quand vous lirez ces lignes et vous vous direz, mais ouais. comment? Et ce comment, j'ai l'impression que c'est ce à quoi elle essaie de répondre dans ce journal. D'une part, il y a effectivement, comme vous l'avez si bien dit, une adresse à cet homme qu'elle aime. Et elle se dit, c'est une façon de rester éternelle, de pouvoir continuer à porter mes mots et de lui dire ce que je ressens. Et ça, il le gardera, même si je pars, grâce à ce journal. Et puis, il y a cette réponse à tous ceux qui vont dire, mais comment, comme nous aujourd'hui. Et elle nous répond de, voilà, de son intimité à elle pour nous dire voilà ce que j'ai ressenti, voilà les sentiments contradictoires, la façon dont j'avançais à l'aveugle en fait, en essayant de comprendre, en croyant voir quand je ne voyais pas. Irène Jacob, je vous laisse commencer votre lecture. Donc c'est en 44, hein, c'est la dernière partie, et ça se passe lundi soir 13 décembre. Donc on s'approche de, voilà, Donc là, c'est de le la 13 décembre 43. 13 décembre, voilà, 44, 44. Non, c'est le 13 décembre 43 et le Ah oui, journal bien sûr. Oui, oui, s'arrête en voilà, février 44, c'est ça, c'est ça. puisqu'elle est déportée, Oui, oui, elle est arrêtée le 8 mars 44. voilà. Lundi soir, 13 décembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai des pressentiments.
Depuis 15 jours environ, on fait courir de plusieurs côtés le bruit que nous devons tous être arrêtés avant le 1er janvier. Aujourd'hui, à l'Institut, Lucie Morizet m'a attendu exprès pour me dire qu'un de ses amis lui avait dit de prévenir tous ses amis de notre espèce qu'avant le 31 décembre, il serait pris. Elle voulait absolument que je fasse quelque chose. Faire quoi? Il y a un monde à soulever. Ce n'est pas la première fois que de pareils bruits courent, ce n'est pas la première fois que l'on vient nous donner des avis de ce genre. Alors, pourquoi suis-je si inquiète? Objectivement, il y a de quoi, parce que j'ai l'impression que nous sommes la dernière fournée et que nous ne passerons pas entre les mailles du filet. Il ne reste plus beaucoup de Juifs à Paris. Et comme ce sont les Allemands qui font les arrestations maintenant, il y a peu de chances d'y échapper, parce que nous ne serons pas prévenus. Subjectivement, avant-hier soir, j'ai rêvé. J'ai rêvé toujours avec la même précision que nous étions enfin arrivés au moment d'envisager nos lieux de refuge respectifs, qu'il fallait nous cacher et nous disperser tous. Je me suis réveillée pleine d'angoisse. Cela ressemblait tellement à la réalité. Pourquoi suis-je si inquiète? Je n'ai pas peur, et depuis le début, je m'y attends. Mais je m'y attends depuis si longtemps que je finis par me demander si ce n'est pas stupide d'attendre en sachant à quoi on est exposé. Si ce n'est pas du laisser aller. Je ne crois pas. Puisque je reste ici en étant parfaitement consciente de ce qui peut arriver et qu'il s'agit d'un choix volontaire. Mais pourquoi ce choix? Non pas parce que c'est la chose brave, parce que c'est le devoir. Cette position-là, d'abord, serait trop proche de l'orgueil, et ensuite, en réalité, je ne sens pas qu'il y ait là un devoir. Si j'étais médecin et qu'il s'agissait d'abandonner mes malades, ce serait différent. Et pourtant, si soudain j'abandonnais ma vie officielle, j'aurais l'impression d'une défection. Pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même. J'aurais trop pris le goût de la souffrance, de la lutte, du malheur, pour pouvoir me réhabituer à une autre vie. Parce que l'épreuve mène à une plus grande purification. Matériellement, il y a d'immenses obstacles. Se cacher, mais alors se cacher tous ensemble. Tous. Les parents, Denise, les S. Cela, avec de la volonté, on y arriverait. Mais je sais bien que personne de la famille ici ne prendra une telle résolution avant d'avoir été mis en face du danger. Et peut-être que ce sera trop tard. J'ai dit que je n'avais pas peur. Pourtant, je me demande si ce n'est pas par ignorance. Ignorance des souffrances qu'il y aura à endurer. Ignorance de mon pouvoir de résistance. Si une fois que je serai là-bas, je ne me dirai pas que nous étions fous et aveugles de rester. Je sais très bien que si nous sommes pris, je serai déportée séparément de mes parents. Que cette séparation sera une angoisse atroce pour chacun de nous, en plus du fait même de la déportation. Je me dirai alors, comment, sachant cela, n'as-tu rien fait pour l'éviter? Si quelqu'un lit ces lignes et que cela soit arrivé, il sera frappé comme par la main de Keats, et après il dira oui, comment? Mais mon angoisse ne me concerne pas. Je pourrais supporter ma part toute seule, c'est l'inquiétude que me causent les autres. Denise, ma sœur, et François. Denise, dans son état, elle est enceinte. On la séparera de François. Il y aura cette souffrance morale et la souffrance physique de la faim, des durs traitements, l'absence des soins médicaux. Il y aura la pauvre Antigère, si frêle et déjà si déprimée. Chez elle, depuis le début, il y a du reste une sorte de fatalisme qui me révolte souvent. Oncle Jules, qui ne supportera pas cela. Nicole surtout, et Jean-Paul. Elle ne sait pas, Nicole, ce que cela sera lorsqu'elle en parle froidement. Tout cela est gâché. J'ai l'impression que je vois plus clair qu'eux tous.
Et peut-être tout cela n'est-il, une fois de plus, qu'un bruit alarmant. Tout abandonner, prendre une décision aussi grave, alors que peut-être rien n'arrivera. Et pourtant, même si c'est un bruit comme les autres, cela n'empêche pas que des milliers de personnes aient été et soient arrêtées tous les jours. Aujourd'hui, le chiffre des déportés atteigne presque 100 000. Qu'avec ou sans alerte, la réalité est là, que ce n'est qu'au hasard que nous devions de ne pas avoir encore subi ce sort, et que ces alertes n'auront fait que déchirer le voile qui nous enveloppait tout le temps, nous rendre conscients de ce que nous aurions dû être conscients tout le temps, puisque cela existait, et cela nous menaçait. Hier, après le déjeuner, j'ai cédé à une crise de larmes. Elle a été provoquée par un incident sans gravité. Une de ces éternelles discussions avec les Anglais, une de ces éternelles discussions sur les Anglais, où je me suis aperçue une fois de plus que l'on ne pouvait pas discuter avec maman. Parce que aussitôt une proposition est mise, au lieu de l'accepter pour la discuter, elle partait sur la contre-proposition, agressivement. Par exemple, dès qu'on dit que la politique extérieure des Anglais est égoïste et souvent peu chevaleresque, ce qu'on ne peut nier, elle lance « Nous n'avons le droit de rien dire, nous les avons trahis » ou « Trouvez-vous que les Allemands vaillent mieux ?» Eh bien, deux choses sur lesquelles nous nous entendons, évidemment. Ne peut-on sauvegarder la liberté de jugement malgré tout? Surtout si on reconnaît ses propres torts. J'étais tellement énervée de ne pouvoir obtenir l'impartialité de maman, de me sentir en révolte contre elle, de sentir qu'elle était fâchée contre moi, à ce moment-là, de ne savoir si je devais sacrifier la recherche de la vérité à l'acceptation du caractère de maman tel qu'il est. Un de ces cas où ma conviction qu'il faut accepter les autres en les comprenant complètement, en voyant leur point de vue, entre au conflit avec autre chose. Mon énervement s'est grossi de toute la misère latente et j'ai pleuré ou bien j'ai essayé de pleurer pendant une demi-heure. 22 décembre. Il y a au moins 8 jours que je n'ai rien noté sur ce journal. La dernière fois, c'était sous le coup des objurgations de Lucie Morizet qui m'annonçait notre arrestation prochaine. Toute la semaine, cela a continué de tous les côtés, jusqu'à M. Rouchy samedi. Mais samedi, une autre affaire est venue nous inquiéter bien plus, sans doute à tort. Maintenant, je suis incapable de me souvenir de l'atmosphère horrible de cette journée, de cet après-midi qui me semblait être une des réalisations de mon angoisse constante. Denise a reçu la visite le matin d'un Allemand en uniforme qui a demandé à voir l'appartement. Depuis, on nous a rassurés en nous disant que c'était constant. Sur le moment, j'ai vu, et nous avons tous vu, Denise et François obligés de se cacher, l'appartement déménagé, la vie dehors, la vie jusqu'à la fin de la guerre pour 2 personnes de plus, et cette fois de notre propre famille. Denise enceinte, dans l'état où elle est. Pendant le déjeuner, sous le choc de cette visite, elle faisait des efforts visibles pour ne pas éclater en sanglots. Tout l'après-midi, je suis restée ici en faction, tandis que maman, Denise, André et son mari étaient à l'appartement. François et papa chez Robert. Il a fallu supporter la visite des Robert Val. J'ai continué machinalement à habiller des poupées. Le lendemain, j'étais aussi vaseuse qu'un lendemain de bal. Hier soir, maman m'a dit que les André Bord avaient été déportés avec leurs 4 petits-enfants. Cela me hante. Ce n'est qu'une histoire de plus de ce genre, mais on était si sûrs qu'ils ne partiraient pas. Et juste au moment de Noël, quand je prépare des arbres de Noël, cette fête des enfants, cela m'a tellement fait de chagrin. Merci beaucoup, Irène Jacob. Il faut rappeler qu'Hélène Baird est arrêtée avec ses parents le 8 mars. Elle est transférée à Drancy. Elle est déportée le 27 mars à l'âge de ses 23 ans. Et elle sera transférée en novembre 1944 à Bergen-Belsen, où elle décédera quelques jours avant l'arrivée des troupes anglaises.
Je suis très touché par cette lecture, Irène Jacob. Merci mille fois. On est obligé d'arrêter parce que on a, vous savez, sur Instagram un Oui, format une d'une heure. heure Ouais, et je vois qu'on est en train d'y arriver. Mais merci vraiment mille fois de cette lecture. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt au Mémorial ou ailleurs. Mais en tous les cas, merci de nous avoir fait l'honneur de cette lecture, Irène Jacob. À très merci. bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au Mémorial, puisque nous sommes ouverts, ou alors sur Instagram, sur Facebook, ou alors tout simplement en vous abonnant à notre newsletter si vous le souhaitez. À très bientôt, à dimanche, pour les visites d'idées qui vont se dérouler pour ceux qui sont disponibles. Et à très bientôt.